Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Benoît Depère. Bonjour Benoît. Bonjour. On a eu un petit couac, donc Benoît, je vais te laisser te représenter, désolé. Benoît, 37 ans, fondateur d'Aerospace Lab. Avant ça, j'ai travaillé en Suisse, à l'Agence spatiale européenne et à la NASA en Californie. Donc ce qu'on disait, c'est que du coup, tu as eu une expérience assez cosmopolite qui t'a conduit à te lancer justement dans le développement de satellites par ton expérience. Et pour résumer, peut-être, est-ce que tu peux te dire ce que fait Aerospace Lab ? Alors, Aerospace Lab, on fabrique des satellites, oui, mais de façon verticalement intégrée. C'est-à-dire qu'on fabrique le satellite, on l'assemble, et on fait aussi la conception et la fabrication de tout ce qui rentre dedans. On n'a pas vraiment de sous-traitant. Ok. Donc, du coup, l'enjeu, c'est de pouvoir justement produire ces différentes choses sans passer par justement des prestataires extérieurs qui, eux, pourtant, ont la maîtrise de ces composants. Par exemple, des panneaux photovoltaïques, faut que tu les produises toi, des puces, faut que tu les produises toi. Ouais, donc l'idée avec ça, c'est de se dire, bon, les satellites construits habituellement, on a un intégrateur, un architecte, un ensemblier qui commande des composants dans une myriade de sous-traitants. Sur un gros satellite, il peut en avoir plusieurs centaines. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Comme tu disais, c'est des systèmes de puissance électrique, c'est des calculateurs de bord, c'est des télescopes, c'est de la structure primaire, l'aluminium, du titane. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que il y a une certaine lourdeur dans la gestion de projet pour écrire des cahiers des charges, les distribuer, faire des appels d'offres, sélectionner les sous-traitants. Certains sous-traitants avec lesquels ça file droit, d'autres qui sont un peu pénibles. On n'a pas l'information parfaite sur ce qui se passe chez eux. Eux-mêmes doivent vivre, donc ils ont des marges. Ils font leurs marges sur le produit. Eux-mêmes ont leurs sous-traitants, donc on cascade les marges. Et au début, l'idée, c'est de se passer de tout ça, tout redévelopper en interne par intérêt économique, en disant, si on enlève des étapes dans la chaîne de valeur, on récupère cette marge-là, soit pour nous, soit pour avoir des pricing plus agressifs et vendre nos satellites à des tiers. Et en fait, on se rend compte, une fois qu'on est au milieu du guet et qu'on est dedans, qu'en fait, ça, oui, c'est vrai, on gagne un petit peu, quelques dizaines de pourcents sur ça. Seulement ? Ouais. Mais là où on gagne beaucoup plus, c'est sur la fluidité de l'exécution du projet. Parce que sur ce genre de machine, mais c'est là pour plus ou moins tous les projets un peu complexes, il n'y a jamais de projet sans remaniement. Donc le cahier des charges évolue au fil du temps. Donc écrire une spec parfaite le premier jour, et puis la dérouler pendant 5-10 ans en disant... Et à la fin dire c'est super, ça marche comme prévu. Ça ne se passe jamais comme ça. Et du coup, il vaut mieux faire un peu d'itératif. L'itératif n'est pas compatible avec une organisation industrielle un peu lourde, parce que à chaque fois qu'on veut changer les règles du jeu, on a un contrat avec les sous-traitants qui doit être renégocié. Oui. Et du coup, ça, on ajoute de la friction en fait à tous les étages. Et donc, à la base, on internalise pour le coût direct des marges qu'on enlève en enlevant les intermédiaires. Et en fait, on gagne beaucoup plus sur la vitesse d'exécution du projet, parce que comme il n'y a pas de friction dans les remaniements et les redéfinitions de scope en cours de route, on raccourcit la durée des projets, où là, maintenant, on commence à livrer les satellites en 12 mois ou moins. Oui. On est encore sur une dizaine d'années. Ouais, et je suis encore un peu frustré, parce que je pense qu'on pourrait aller encore beaucoup plus vite. Et ça, si on livre en 1 an au lieu de 10, c'est du payroll qu'on ne traîne pas sur 10 ans au lieu d'1. Oui. Et en fait, ça, si vous faites l'intégrale du coût du payroll sur 10 ans, en fait, c'est là qu'on gagne beaucoup plus. Ah oui, c'est ça. Ok. Oui, tes 10% ne sont pas sur les économies d'échelle parce que tu fais plusieurs choses en simultané. C'est des dizaines de pourcents déjà sur l'économie d'échelle. Oui, mais c'est surtout sur la rapidité d'exécution qui nous permet de faire plus de satellites avec moins d'équivalent temps plein. Et du coup, là, on est beaucoup plus efficace, quoi. Ok, oui. Et puis, parce que je me disais, en fait, la rentabilité d'un satellite, tu vois, bon, là, il y a la rentabilité pour celui qui l'achète, c'est avec le service qu'il va faire avec. Donc ça, c'est une vision long terme aussi, c'est un gros investissement.
Mais vous, en termes de... Tu vois, il y a toute la partie conception. Pour l'instant, tu es en mode plutôt financement. Donc, ça veut dire que justement, toute cette masse salariale, toutes ces recherches, tous ces essais-erreurs pour tester les bons matériaux, parce que tu dois réinventer un peu l'eau chaude en refaisant ce que font déjà toutes les autres PME, normalement séparément. Ça, tu le finances comment et quel est l'horizon de rentabilité? Tu vois ce que je veux dire? Oui. On le finance en grande partie du capital risque. Okay. Donc, on a des VC derrière nous depuis le début. On a aussi de l'invest public wallon. On a des contrats de R&D avec l'Agence spatiale européenne, par exemple. Donc, on développe des choses qui les intéressent, mais qui nous intéressent aussi. Donc, c'est une industrie, en fait, il y a beaucoup de cofinancement de produits. Ok. Et donc, on fait passer une partie de notre roadmap comme ça. Et voilà. Oui, c'est ça. Donc, vous avez travaillé pour eux, vous leur délivrez, mais vous avez le droit de garder aussi pour vous oui, le outcome. Enfin, il y a un partage d'IP avec eux qui est défini à l'avance. Et du coup, ce qui est bien en développant avec l'Agence spatiale européenne, c'est que vous avez aussi un espèce de macaron. Ça a été supervisé par... Voilà. Mais donc, du coup, ça ne me dit pas ton horizon rentabilité. Oui, ça, on commence à faire du chiffre d'affaires et la target de rentabilité, c'est quelque part en 2025, on devrait être EBITDA positif. Ok. Et donc, 2025, on a parlé tout à l'heure d'une méga factory que vous êtes en train de lancer à Charleroi. On reparlera peut-être de ça. Et tu me disais que l'objectif, c'était de pouvoir produire à peu près 500 satellites par an. Oui. Donc, et on disait aussi 500 satellites par an, mais avec un besoin de tampons. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus On voit qu'il y a pas mal d'actions en orbite basse. Donc, il y a des fournisseurs de télécom qui sont en train d'investir l'orbite basse avec chacun des constellations de plusieurs centaines de satellites, voire même plusieurs milliers de satellites. La plus connue, c'est celle d'Elon Musk, c'est Starlink. Il y en a une qui arrive, qui est celle de Jeff Bezos, Amazon, qui s'appelle Kuiper. Mais il y en a encore 2-3 autres qui sont, dont une qui est déjà opérationnelle, qui s'appelle OneWeb, qui est une constellation européenne. La Commission européenne a annoncé sa propre constellation de quelques centaines de satellites qui s'appelle Iris Square. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'infrastructures qui sont en train de bouger de la Terre vers l'orbite basse. Et on voit que ces projets d'infrastructure ont besoin de plusieurs centaines / plusieurs milliers de satellites. Et du coup, il faut des outils industriels qui peuvent fournir ces satellites dans un temps assez court. Pourquoi assez court? Parce que souvent, ces réseaux ne fonctionnent pas de façon satisfaisante pour avoir le service qui tourne s'ils ne sont pas complets. Okay, donc, c'est un espèce de maillage où... soit tu l'as pas. Voilà. Donc, quasiment jusqu'au dernier satellite, ils ne sont pas opérationnels commercialement. Et puis, une fois que le dernier satellite est activé, le réseau complet est activé. Okay. Et du coup, comme c'est des projets qui sont entre 3, 4, 5 milliards d'euros pièce, quand votre opérateur télécom dit « Ok, je fais un investissement de 5 milliards », à partir du moment où il fait le virement, il veut que le service soit opérationnel le plus tôt possible pour que son investissement commence à lui rapporter des sous. Et du coup, l'outil industriel est prévu pour... vraiment faire des sprints comme ça, en disant on a un pic de production, on doit pouvoir l'absorber rapidement, parce que ça, c'est un gros différenciateur dans la compétitivité de l'usine. En fait. Ok. Et tu peux pas produire, comme on disait, que votre objectif, c'est d'avoir des satellites relativement standards avec des options d'adaptation dans un catalogue donné. Tu peux pas produire quand même tes bases. Tu vois, t'as du stock prêt, entre guillemets, de panneaux photovoltaïques et de tous les systèmes support, entre guillemets. C'est toujours un peu compliqué parce que il y a le stock de matières, enfin de composants pour fabriquer les satellites. Oui. On parle d'un stock quand même en centaines de millions d'euros, donc il faut pouvoir le constituer et le financer. Et aussi, on n'est pas souvent... Enfin, on est sur le chemin critique pour l'opérateur pour qu'il commence son service, mais il y a d'autres chemins critiques. Il y a des chemins critiques régulatoires et légaux, il y a des chemins critiques niveau capacité de lancement, donc il faut qu'il y ait des fusées qui soient prêtes aussi. Et donc, si les fabricants de fusées ne font pas de stock ou quoi, ils ne font pas forcément valoriser le fait qu'on a pris de l'avance de notre côté. Donc, voilà, il y a... Oui, c'est ça. Oui. Donc, vaut mieux pouvoir répondre à la vague que en général, faire en continu. On n'a jamais encore signé ce genre de contrat. On commence, c'est super intéressant parce qu'on voit
Il y a 1 an ou 2, on n'était vraiment même pas considéré pour ce genre de contrat. Maintenant, on commence à être considéré, mais on sait qu'on a peu de chance. Faut faire vos preuves. Voilà, pour nous mettre des coups de pression sur les boîtes qui font ça maintenant, mais qui sont un peu chères. Ouais. Mais d'ici 1, 2, 3 ans, vu la tendance, là, je pense qu'on sera vraiment considéré. Et là, je suis pas un grand CFO, parce que c'est partie des boîtes qui m'amusent pas du tout. Mais on est bien staffé là-dedans. Apparemment, il y a pas mal d'outils de finance pour préfinancer des stocks pour ce genre de choses, avec des partenaires, des banques externes et autres. Donc, voilà, il y a des solutions pour ça. Moi, c'est encore une fois, moi, je traîne là-dedans, mais je me porte. Moi, je suis plus CTO que CFO. Oui, ok. Et peut-être pour revenir un peu à la base, comment est-ce que tu t'es lancé dans la production de satellites et de surcroît en Wallonie? Pour toutes les mauvaises raisons. Le job que j'avais avant a disparu parce que la boîte a disparu. La boîte pour laquelle je bossais en Suisse a disparu. Donc, fin de contrat. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire et je me suis dit, jamais de faire des satellites et j'ai rien d'autre à faire, donc je vais faire ça. Et, dans ton garage, comme ça, faire des satellites? Non, mais j'avais un appartement à Lausanne à l'époque. Et je me suis dit, allez, je vais m'inscrire en MBA. J'avais 30 ans, puis le MBA, c'est bien ça. Et, ça sonne bien. Ouais, non, mais pourtant, tout était bon, hein. Mais au dernier moment, j'ai dit non, je le sens pas. J'ai pas envie d'aller optimiser faire middle manager chez Nestlé ou quoi. Non. Et du coup, je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, j'ai un projet entrepreneurial, mais je pense me lancer là-dedans pour toutes les mauvaises raisons, qui sont, j'aime bien faire des satellites et j'ai rien d'autre à faire. Mais j'ai aucune idée de... Puis construire un business plan, quoi. Il y a de la documentation sur Internet, mais avoir des gens à qui parler pour être sûr que je me pose les bonnes questions, que la première levée de fonds, le seed, se passe bien, c'est quoi c'est quoi cet écosystème, comment ça marche, voilà. Et donc là, j'ai passé 1 an dans une école de business à Lausanne. Ok. Mais comme je sais pas, j'avais un statut un peu spécial, ces gens. Je pense que maintenant, ils appelleraient ça entrepreneur en résidence, mais c'est... en gros, j'étais en CDD, chercheur sur mon propre business plan, enfin, voilà. Et je pouvais interagir avec des profs et des gens là-bas, de l'écosystème, quoi. Qui ont challengé ton business model. Ils m'ont tous dit de ne pas faire le satellite, parce que, et c'est vrai, quand on regarde l'industrie spatiale, c'est un milieu, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'argent, au final. L'ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne, qui est un ami, disait toujours que le budget de l'Agence spatiale européenne, c'était le chiffre d'affaires de Cochonou. Oui. Voilà. Donc, ça a l'air impressionnant comme ça, mais en fait, quand on regarde la réalité financière, c'est peu de choses. Oui, c'est très connu et c'est très technique, mais en même temps... Ça pèse pas grand-chose comme acteur économique. À côté de ça, c'est des capex, des traversées du désert, des risques techniques et financiers énormes, parce que c'est quelque chose qui coûte cher en R&D, en lancement, voilà. Et donc, leur conclusion, c'était de dire... T'es fou. Ouais, lance une boîte dans quelque chose, tu feras plus d'argent plus facilement ailleurs, quoi. Donc, fais pas le spatial. Je dis, mais c'est pas dire que l'argent, je m'en fous, parce que tout le monde aime bien l'argent. Enfin, je connais personne qui dit, oh non, l'argent, s'il vous plaît, pas d'argent. Ouais. Je parle vraiment, parce qu'il y en a qui font semblant qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais je dis, non, j'ai envie de faire un truc qui m'amuse. Le satellite, ça m'amuse. Donc, essayons de faire ça. Mais ils m'ont donné des clés de lecture et comprendre un petit peu comment ça se passe dans la tête d'un investisseur. Qu'est-ce qu'il regarde? Et ça m'a fait sortir de ma bulle d'ingénieur qui regarde un satellite d'une certaine façon, alors qu'un banquier, un VC, un business angel ne regarde pas du tout le satellite. En l'occurrence, il regarde quoi? Il regarde... on nous met dans la case startup deep tech, quoi. Oui. Et donc, il regarde en gros les classiques, quoi. C'est quoi le retour, risque et ce genre de choses, avec 2-3 métriques financières. Le problème de ça, c'est qu'on se rend compte assez vite que les métriques financières sur des boîtes PowerPoint qui n'existent pas vraiment, ou des boîtes qui n'ont pas vraiment de chiffre d'affaires. Ça peut mettre ce que tu veux ou rien, ça fait pareil. Du coup, je pense que c'est beaucoup sur le secteur, la thématique. Est-ce que c'est une thématique qui est en train de boomer ou pas? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que l'équipe a du sens? Donc le fondateur. Oui, il y avait toi. Ouais. Mais ça aussi, c'était beaucoup de questions au début. Les fondateurs solo, ça fait plutôt peur à certains VC. Moi, je pense que c'est la meilleure approche parce que j'ai vu tellement de cas où les fondateurs s'entretuent et certains investisseurs jouent un fondateur contre l'autre et au final, on passe plus de temps dans un drama que vraiment à faire avancer la boîte.
Ici, je préfère avoir l'autonomie de décision en disant, ben voilà, si le succès, il est là, il est entier, mais s'il y a échec, il est entier aussi, quoi. Oui, t'assumes. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et puis, normalement, je suis pas trop schizophrène, donc c'est que j'ai une ligne de conduite ou quoi, Oui. tiens, quoi, voilà. Sinon, ouais, ils regardent le thème, le casting, le business plan, même si des vrais investisseurs professionnels en seed, deep tech, business plan, ils savent que c'est plus une case à cocher c'est des tendances qualitatives, c'est pas vraiment les... Oui. Il faut que ce soit crédible quand même. Ouais, on a vu beaucoup d'exemples récents où c'est mal fini parce qu'on aurait pu le voir le premier jour, mais voilà. Donc ouais, c'est un peu ça, mais c'est aussi comprendre le mindset. On n'a pas du tout les mêmes grilles de lecture. Les grands classiques, comment on valorise une boîte qui n'existe pas. Combien d'equity les gens prennent au premier tour. Voilà, ça c'est... Oui, c'est ça. Et de combien il y a besoin? Jusqu'à quand? Ouais, mais ça se calcule encore. On peut mettre des modèles. On dit, autant de personnes, voilà, le temps de les trouver, etc. Mais par contre, Oui, mais du coup, combien je donne de part pour ça? La valeur initiale. Et là, on se rend compte assez vite qu'en fait, il y a plein de codes et de non-dits de l'industrie du capital risque. Et qu'en fait, il faut avoir une histoire qui est cohérente non seulement au tenté quand vous faites une levée de fonds, par exemple, mais que cette levée de fonds doit vous mettre sur une trajectoire qui va être cohérente avec la prochaine étape. Donc, par exemple, si vous vendez trop peu cher ou trop cher, et donc vous vous retrouvez avec un ratio de dilution qui n'est pas normal, enfin, qui n'est pas dans le gros du troupeau, quoi. Au prochain tour, les VC vont se poser la question de pourquoi vous étiez au-dessus ou en dessous. Oui. Et ça, ça devient compliqué. Et il faut le justifier, il faut l'expliquer, ou alors et eux, ils s'attendent à ce que du coup, la valorisation monte au tour suivant. Mais si on est monté trop au début, c'est compliqué. Ou alors on se dilue trop. Puis aussi, on a aussi en fonction de la durée de vie de la boîte, on commence avec des business angels où c'est vraiment le relationnel et la proximité des gens qu'on connaît. Oui, moi je les connaissais pas vraiment, mais je les connaissais via. Mais on est sur des niveaux de patrimoine où c'est pas une prise de risque énorme. Donc c'est plus casino qu'autre chose, avec un fort return, ça marche, mais voilà, ça changera rien à leur style de vie, c'est jamais un investissement fort. Plus on avance, plus on va vers du VC early stage professionnel, où là c'est encore beaucoup qualitatif et pas trop quantitatif, donc ils sont très aussi dans le secteur, la personne, est-ce qu'ils sentent les gens, etc. Et puis plus on avance, plus on voit un renversement où ça devient de plus en plus quantitatif et de moins en moins qualitatif. Dans le sens où l'extrême à la fin, c'est vous vous retrouvez listé au Nasdaq, et là c'est des robots traders qui vont fixer des thresholds arbitraires en disant si la boîte atteint pas cet objectif-là... Oui, elle n'a pas versé de dividendes. Là on est sur du chiffre. Elle avait dit que... Mais là c'est vraiment PNL, comparaison des projections, le réalisé, gommette rouge, gommette verte, quoi. Ça, c'est la fin du spectre. Mais du coup, ce qui est hyper important, c'est que quelque part, entre le début du spectre, où c'est au relationnel et on sent les gens, et à la fin, où c'est fichier Excel rouge ou vert, entre les deux, il y a un switch du VC vers le private equity, où on commence à sentir ça déjà. Et il faut justement faire des levées de fonds qui s'inscrivent en une trajectoire qui est compatible avec tous les profils investisseurs, parce qu'on a besoin de tous les profils investisseurs. Dans l'ordre. Voilà. C'est ça et ça, tous ces trucs-là, la business school m'a permis de comprendre que ça existait, quoi. Okay. Voilà. Donc c'était important. Ah oui, c'était fondamental. Je pense que sans ça, j'aurais peut-être pas créé la boîte, ou elle aurait peut-être duré moins longtemps, et je serais sans doute resté sur une vision plus technocentrique qui se serait pas inscrite dans l'économie, en fait, qui serait juste une annexe d'un labo de recherche. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc là, ça te permet de passer à un cap supérieur, d'embaucher les personnes compétentes pour t'aider là où toi, tu ne l'es pas, et d'aller de l'avant. Mais donc, cette méga factory qui a pour revenir à ça, cette méga factory qui a pour but de constituer 500 satellites en moyenne, on va dire, par an, ça fait 2-3 par jour. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es dit que tu allais la faire à Charleroi? C'est les cercles concentriques. Hein. Donc, le projet a été ramené en Wallonie grâce à la WEX de Genève. Philippe Delcourt, d'ailleurs, qui maintenant il vient de prendre son poste. Il est à Houston avec la WEX toujours. Ok. Et, bonjour Philippe.
et qui a été aussi instrumental, hein, parce que sans lui, le projet n'aurait sans doute pas démarré, ou du moins pas démarré en Wallonie, ça c'est sûr. Moi, j'avais jamais travaillé en Belgique avant. Donc j'étais en Suisse en train de réfléchir à ça, et il me dit, parce qu'on allait prendre le lunch de temps en temps à Genève, là où il était basé, et il me dit, mais fais ça en Wallonie. Je dis, mais Philippe, Wallonie, pourquoi je lis l'ADH de loin depuis la Suisse, ça donne pas envie. Enfin, voilà, et il me dit, non, mais il y a fais un benchmark une fois un peu sérieux, et tu vas voir que c'est magnifique. Hein. Bon. Et du coup, j'ai commencé à regarder, et c'est vrai qu'en fait, souvent les gens se plaignent du coût du travail en Belgique et en Wallonie, mais dans les profils qu'on emploie nous, c'est très raisonnable. Donc, je prends comme benchmark Suisse et Californie, qui sont les endroits où j'ai travaillé avant. On croise pléthore d'expats européens et belges aussi, qui ont des salaires délirants, mais qu'on étudie ici, et ils sont pas plus malins depuis qu'ils habitent là-bas. Et même mieux que ça, entre guillemets, les grosses écoles américaines bien connues de rang 1 fournissent des ingénieurs qui sont tout à fait comparables à ceux qui sortent de Mons, Liège, Louvain. Il y a pas vraiment... Donc, un ingénieur égale un ingénieur. Donc, on part de ce constat-là. On rajoute d'un côté une fiscalité un peu parfois compliquée en Belgique, mais un coût employeur qui reste faible par rapport au niveau de rémunération qu'on voit dans la baie de San Francisco. Et on se rend compte que... Il y a moins de concurrence. Je ne sais pas si c'est question de concurrence, mais en Europe, en général, les salaires sont beaucoup plus modérés. Si on prend des hubs techno-industriels, Toulouse, la Bavière, où il y a pas mal de tech aussi, Zurich, Lausanne, on voit que les salaires ne se sont pas envolés comme dans la baie de San Francisco, où vous faites entre x2 et x5 facile pour des profils équivalents. Et donc l'un dans l'autre, en fait, le temps de cerveau en Wallonie, niveau qualité-prix, c'est le meilleur endroit. Donc ça, c'était le premier argument qui était assez fort. Deuxième argument, c'est que on a quand même pas mal de... Dans le spatial, on est le plus gros des petits pays. Donc, on a un budget spatial par habitant qui est plus élevé que la France, plus élevé que l'Allemagne, mais beaucoup plus élevé. Ah oui, ok. Je pense qu'on est à 2 ou 3 fois le budget par habitant. Et du coup, ça se sent dans l'écosystème. On a une plus grosse réputation dans le spatial que la réputation auquel on devrait avoir droit, entre guillemets, vis-à-vis de la taille du pays. Et ce, depuis le début du spatial en Europe. Et donc ça fait qu'on a pas mal de facilité, entre guillemets, à l'export, parce qu'ils connaissent la Belgique. Et l'Agence spatiale européenne, la Belgique est un des pays qui est fortement écouté là-bas, malgré que ce soit un relativement petit pays dans l'histoire. Et donc voilà, toutes ces raisons-là font que Belgique/Wallonie, c'est vraiment l'endroit. Charleroi pour la Mega Factory. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt la question inverse. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de projet industriel à Charleroi d'envergure, alors que c'est une ville qui était façonnée autour de ça. Oui. Quand on regarde les ASEC, qui sont de moins en moins connus par les gens. Oui, le centre historique, on va dire. Les ASEC, c'était les ateliers de construction électrique de Charleroi. C'est un entrepreneur si je ne me trompe pas, fin 19e, qui a commencé à flairer qu'à l'époque, l'électricité et l'hydraulique, c'était quand même pas mal, quoi. Il a créé une boîte qui s'appelait Électricité et Hydraulique. Il a fait grossir ça. Il y a très peu de bouquins là-dessus, mais quand on regarde un petit peu ce qui traîne, on voit un entrepreneur un peu fou qui crée une boîte en hypercroissance, mais qui est un peu mal gérée, qui signe des contrats qui se passent pas bien, et du coup, il y a une restructuration, un rachat, un changement de management, et ça devient les ASEC. Et les ASEC, on a oublié ça, et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, parce que c'était énorme. C'était vraiment, c'est les GAFA de maintenant, quoi. En niveau puissance industrielle. Okay, et ça a complètement disparu dans les années 70, 80, 90. Il y a une espèce de mort lente où les BU sont fait disloquer une par une. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a eu plus de moments avec une industrie manufacturière forte à Charleroi que l'inverse. Et donc là, on a l'impression que c'est plus à une période de creux, entre guillemets, dans la prod. Et du coup, ça, c'est l'aspect plutôt l'ancrage, où je trouve que c'est plutôt normal, en fait, de mettre des projets industriels sur une terre qui est connue pour ça, mais aussi tout y est favorable. L'infrastructure est favorable, donc on a de la place, de la puissance électrique installée, de la logistique pour monter des usines comme ça. On a de la main-d'œuvre qualifiée ou à qualifier dispo sur place. C'est pas un secret de savoir qu'il y a pas mal de gens qui cherchent du job là-bas. On a
plein de boulot dans tous les types de profils qu'on va staffer avec des gens demandeurs sur place. Donc, il y a un espèce de match sur l'écosystème, sur les personnes, même sur la formation locale. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on va essayer de faire en alternance. On va former les gens chez nous, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation existante qui amène aux compétences qu'on cherche. Oui, et les compétences que tu vas chercher dans ton usine, c'est pas que des ingénieurs. Non, il y a de tout. Et du coup, l'idée, c'est de façonner des profils comme ça, avec des formations un peu à l'extérieur, un peu en interne, un mélange des deux, du compagnonnage, de l'apprentissage. Et donc, tout ça, on a une bonne dynamique à Charleroi, qui fait que tous les ingrédients sont là. Et du coup, ça paraissait assez naturel d'y aller, quoi. Et il y a des aides publiques ? Ça dépend ce qu'on appelle le public. Mais on a un support de Sambra Vest sur la partie immobilier. Après, ça reste un projet commercial. Oui, donc c'est financé quand même en interne, entre guillemets, ou avec des VC. Ah oui. Je pense que le projet est un peu grand pour que ce soit un projet uniquement public. Oui. Et pourquoi est-ce que personne d'autre le fait ? Quoi spécifiquement ? Parce que... Pardon, pourquoi est-ce que personne d'autre ne fait ce que vous faites, c'est-à-dire se lancer dans la production de satellites alors, physiquement, ils sont plus grands que nous, mais ils sont quand même petits pour des satellites, en semi à la chaîne. En fait, on a des concurrents, hein, ça existe. Ok. Mais on n'en a pas en Europe. Donc, les concurrents qu'on a, on en a 2, 3, 4, 5 si on compte un peu. Il y a des nuances. Hein, donc, mais je dirais, ça se compte sur le doigt d'une main, et ils sont tous aux États-Unis parce qu'ils ont de l'avance dans ce remaniement de l'écosystème industriel. Donc, eux ont compris avant tout le monde, parce que je pense qu'ils en ont souffert plus que tout le monde aussi, que les organisations hyper lourdes, avec des majors de la défense, des Lockheed Martin, des Boeing et tout, qui sous-traitent à des PME, etc., on était à la fin d'un modèle. Ouais. Ouais. Et donc, ce qui était aussi intéressant, c'est que ces gros acteurs ont racheté des boîtes comme nous. Donc, en fait, j'ai des concurrents, mais j'en ai quasiment plus qui sont indépendants. Donc, ils ont tous été rachetés par des énormes boîtes. Et les énormes boîtes les utilisent comme BU agile oui, c'est ça. Pour ces nouveaux types de clients. Mais le fait de standardiser, de produire en masse et d'être verticalement intégré, j'ai pas inventé la recette. Hein. Encore une fois, ça a été plus ou moins expérimenté en 2009-2011 à la NASA. Et ce qui est assez drôle, par contre, c'est que dans pas mal de boîtes New Space, concurrents, partenaires autour de nous, on est plus ou moins tous, je dirais un bon 80%, passés par cette bulle spatio-temporelle. Donc, cette base NASA entre cette date-là et cette date-là. Donc, on a tous été influencés par cette période où vous avez vu qu'en fait, il y avait un potentiel en faisant comme ça. On était tous plus ou moins expérimentateurs là-bas du modèle. Et donc, on est tous partis de notre côté implémenter notre version du modèle. C'est ça. Ok. Et du coup, bon, là, vous avez déjà des satellites en orbite ? On en a un depuis 2 ans, qui était le premier. On en a un depuis juin, qu'on a lancé avec SpaceX. Pas le premier aussi, mais là, c'est le premier gros satellite en juin. Puis là, ça s'accélère parce qu'on en a un en septembre, un en octobre, 4 en janvier. Puis après, Et là, c'est vos satellites, ils restent privés, entre guillemets, ou vous les vendez on a tout pour d'autres ? On a les deux. Donc, on en a pour des clients externes qui achètent le satellite. Et on en a pour nous, pour faire des itérations, voire même commencer à collecter de la donnée. C'est l'autre business. Oui, parce que dans ton business, il y a fabriquer des satellites et les vendre. Après, débrouille-toi avec ton satellite, c'est comme conduire ta voiture. Mais il y a vendre un service probablement, non ? Si tu gardes j'imagine, si tu gardes un satellite qui peut regarder la Terre, tu peux vendre des images, tu peux vendre le traitement de données, tu peux vendre... Exact. Donc ça, on a commencé en fait avec cette vision-là, de dire, en fait, à la base, on veut être une boîte de renseignement. Alors, renseignement, quand on dit ça en français, c'est l'école roulée avec des flingues et des silencieux et tout. Non, là, c'est renseignement au sens large. C'est on collecte de l'information, on la traite, on voit l'information. Et donc ça, le renseignement géospatial, pour le moment, il est un peu claqué au sol, ça marche pas très bien. Donc tous mes potes du satellite vont rager quand je dis ça, mais les informations
il y a un ancien général de l'armée de l'air américaine qui a dit c'est aussi pertinent que la météo d'hier. Et donc, techniquement, c'est impressionnant, c'est super, mais la météo d'hier, ça n'intéresse personne, quoi, à part 2-3 scientifiques. Okay. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'en gros, on ne voit pas assez souvent les choses. Donc, on a une photo tous les jours, toutes les semaines, voilà, c'est pas terrible. Et donc, quand on suit des trucs qui bougent vite, ben, on n'a pas l'information. Et alors, on ne voit pas suffisamment... Il n'y a pas assez de diversité de capteurs. Donc, sans rentrer dans les détails de geek, vous pouvez faire des images en radar, en infrarouge, en multispectral, en hyperspectral, avec plein de nuances dans chaque, et vous ne voyez pas la même chose. Donc, il y en a qui sont bien pour voir la biomasse, l'agriculture, d'autres qui sont bien pour voir des chars en Ukraine. Il n'y a pas un capteur qui fait tout. Oui. Et du coup, il faut à la fois échantillonner, donc prendre des photos idéalement toutes les 15-20 minutes partout dans le monde. Mais ça demande beaucoup de satellites. Et en plus, il faut plusieurs satellites à chaque fois pour prendre des photos dans différentes gammes de capteurs. Et c'est pas possible d'avoir les différentes gammes de capteurs sur un seul satellite, ça? C'est compliqué parce que c'est comme dire on va faire une Formule 1 SUV, quoi. C'est un peu... Ah oui, ok. Ça, on optimise pour des points différents, donc voilà. Et du coup, on se retrouve avec un nombre de satellites à mettre en orbite pour avoir un service pertinent qui est assez extrême. Et du coup, il y a une ou deux boîtes qui ont pris de l'avance là-dedans, qui ont dit, ok, c'est pas grave, pour que les satellites soient abordables et que le CAPEX soit raisonnable. Je dis raisonnable entre gros guillemets parce qu'on est quand même sur des grosses centaines de millions de CAPEX, au lieu de dizaines de milliards. Donc voilà, on est moins cher, mais quand même. Verticalisons tout. Et donc, il y a des boîtes comme ça qui font du service, du coup développent les satellites pour les services, et développent ce qu'il y a dans le satellite, mais ne vendent rien en hardware. Oui, ils vendent que le service, du coup. Mais ça, je les connais assez bien, c'est des amis d'ailleurs, concurrents là-dessus, qui est la plus grosse boîte dans le domaine. Ils sont rentrés au Nasdaq. Je pense qu'ils ont levé 600-700 millions en cumulé sur 10 ans pour alimenter justement cette roadmap en disant, nous, on ne vend pas de hardware, on vend que du service. Et donc, à la base, moi, je voulais faire quelque chose comme ça. Oui. Sauf que je le sentais pas, et je pense que ça l'aurait pas fait dans l'écosystème européen. Lever 600-700 millions sans avoir un euro de revenu, compliqué. Donc ici, on s'est rendu compte très très vite qu'en fait, les satellites qu'on développait pour nous avaient une traction de marché assez forte. Et donc l'idée, c'est de devenir rentable avec la vente de hardware. Et puis, grâce à des fondamentaux financiers corrects sur la vente de hardware, faire des grosses levées de fonds et puis financer le CAPEX du service et lancer le service dans un deuxième temps, quoi. Mais comme tout ça, c'est des affaires long terme, quand on a un satellite en stock qui traîne, on le teste pour vos besoins. Nos besoins de services futurs. Donc ça nous permet aussi de montrer à des clients hardware qu'on a des satellites qui fonctionnent, pour leur montrer que c'est pas juste du PowerPoint, quoi. Oui, parce que convaincre ton premier client quand t'as pas fait tes preuves, c'est un peu difficile, non? C'est pour ça que le vol de juin ici était hyper important, parce que celui qui tourne depuis 2 ans tourne très bien, mais c'était pas la même gamme de satellites. Donc il n'était pas dans le showroom, c'était pas totalement la même métaphore de véhicule. C'était celui qu'on a lancé il y a 2 ans, c'était un scooter, et là maintenant on est sur une berline allemande, quoi. Donc voilà, le scooter tourne très bien, mais de là, rassurer le client sur le fait qu'on sait livrer des berlines, c'est un peu différent. Ouais. Mais là, on l'a lancé en début juin. Ça tourne super bien, et c'était super important parce que maintenant, les clients avec qui on discute pour livrer les satellites à l'horizon 12-18 mois, si on n'avait pas cette démonstration en vol, ne nous parlerait même pas, quoi. Et avec tous ces satellites ou constellations à venir, qu'est-ce que ça peut changer dans l'économie globale? Ça va servir à quoi, en fait? Ma vision de la chose, hein, mais elle est personnelle, et je ne prétends pas qu'elle soit exhaustive, sourcée, etc. C'est juste un feeling raffiné en ayant entraîné 15 ans dans le domaine. Je pense qu'on va vers de plus en plus de connectivité. Connectivité seamless, donc le gros truc qui arrive, c'est la 5G, 6G, satellite, téléphone mobile direct. Donc, plus de zone blanche, nulle part. Et donc, plus d'antennes au sol? Si, des antennes relais ou des... Oui, ou des endroits à forte densité de population, le sol est quand même pratique. Mais en fait, moi, j'étais pas du tout conscient parce qu'en Belgique, on n'a pas vraiment le problème. Il n'y a pas vraiment de zone blanche en Belgique. Enfin, c'est rare. Mais les endroits où tu captes un peu moins bien, ça t'énerve, mais voilà, tu captes quand même. On passe en edge et ça rame un peu. Voilà. Mais ici, j'ai fait des tronçons en voiture en Allemagne, et là, c'est dingue. Hein. Franchement, vous sortez de 200 km de 150 km de Munich, au milieu de l'autoroute, il n'y a rien.
genre rien, quoi. Et les zones blanches comme ça, en France, il y en a encore pas mal aussi. Donc ça, on va avoir plus de connectivité. Du coup, plus de trafic d'informations, mais ça, c'est plus... Bon, on digitalise plus, donc ça a un impact sur la société. L'autre impact qui, pour moi, est plus révolutionnaire, parce que plus de connectivité, on voit vers où on va. C'est juste une évolution du truc. Je pense que la collecte de données, justement, l'information géospatiale, permet de faire plus avec moins. Donc, comme on commence à regarder de près tous les flux logistiques, toutes les productions de tout, commodités énergétiques, commodités agricoles, commodités métalliques, les mines, le fret, la consommation downstream, les centres commerciaux, etc. On peut capturer tout, ingérer tout et sortir des métriques sur tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, de dire est-ce qu'on peut avoir un système en fait qui modélise l'économie mondiale, quoi. Et je pense qu'une fois qu'on a ce modèle, on peut prendre des défis. Oui, parce qu'on peut anticiper, par exemple, sur la production agricole, parce qu'on a une vision sur toute la production agricole du monde. Exact. On peut anticiper sur des shortages de certaines matières premières. Du coup, on sait que, j'en sais rien, du beryllium dans tel pays. On voit que parce que souvent, c'est des endroits du monde où l'information est pas forcément hyper accessible. Oui. Il y a un de nos concurrents qui a fait une étude il y a déjà un an ou deux où il comparait... il avait une métrique qui était assez naïve, mais qui fonctionne. C'était de calculer le nombre de mètres carrés construits en Chine tous les mois. Donc, il scannait la Chine et il disait, voilà, il y a X mètres carrés de béton construit en plus. Et il corrélait ça avec le PIB et les annonces du gouvernement versus le réalisé, quoi. Et en fait, on voit que la mesure satellite était plus fiable que les données officielles du gouvernement. Et donc, il y a plein de domaines comme ça où, en fait, on a une information brute, non mal axée par le politiquement correct, la géopolitique, les réseaux d'influence, contre-influence et autres. Et donc ça, je pense que ça pourrait amener à une version assez pure des forecasts qui peuvent... L'impact très court terme et très simple à pitcher, c'est délit d'initié légal. Ouais. Parce qu'on a de l'information privilégiée sur des choses. En plus, si c'est des choses qui sont listées, ça permet de shorter, prendre des positions et autres. Et voilà. Le truc un peu plus vertueux et qui m'intéresse plus, c'est de dire, si on a une meilleure information, on va pouvoir prendre des meilleures décisions et en gros faire plus avec moins. Donc, essayer de limiter le footprint écologique tout en gardant un niveau de confort de vie et de productivité qui est stable ou en croissance, quoi. Parce qu'en fait, quand on regarde de près, il y a énormément de gaspillage énergétique enfin, tout est énergétique à la fin, mais des commodités qui pourrissent ou qui traînent ou qui sont détournées pour des questions techniques. Et en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Donc, avec un meilleur routage, on pourrait faire bien mieux, quoi. Et pour faire tout ça, donc on en a parlé, hein, c'est différentes compétences que tu dois intégrer, que tu dois réussir à gérer. Mais là, par exemple, je reviens à cette usine. Fabriquer cette usine, c'est pas ton job de fabriquer une usine et de savoir comment ça fonctionne une usine. Ça dépend ce qu'on appelle faire l'usine, mais en gros, ce qu'on fait pas nous, c'est le... Ouais, tu vas pas faire le plan Enfin, t'as un architecte, je suppose, et t'as... Oui, mais l'architecte nous livre une boîte vide. Donc, ce qui va dans l'usine, ça, c'est nous. Parce que c'est le process industriel de fabrication. Oui, c'est vrai, c'est pas son métier. Voilà. Oui. Donc, oui, on a une équipe qui fait ça, oui. Oui, mais du coup, tu as dû recruter des gens qui étaient spécialisés là-dedans, je suppose. Ok. Ouais. Oui. Ouais, qui ont travaillé sur, par exemple, des usines qui font des moteurs d'avion à Liège. C'est un domaine assez connexe. Oui. Et on était ensemble aux études et voilà, c'est les meilleurs recrutements, c'est toujours ceux avec des personnes qu'on connaît via le réseau du réseau. Et donc, ouais, on se constitue des pôles comme ça de gens qui connaissent leur métier et qui sont bons dans chaque domaine. Mais jusqu'à maintenant, je pense que ça fonctionne parce que on a un modèle qui autoscale tout seul. Enfin, c'est hyper horizontal comme organigramme et qu'on est sur des petites équipes de 5-10 personnes max. Oui, comme plein de petites PME, entre guillemets, internes. C'est ça. Mais elles ont autonomie de recrutement, licenciement, budget et autres. Ah oui, c'est structuré comme ça. Ouais.
Donc, on essaye d'aller vers ça. Donc, il y a encore des morceaux de la boîte qui sont encore un peu à l'ancienne, mais on voit qu'en fait, quand on a des gestionnaires de projets qui sont des bons ambassadeurs de la vision que j'ai dans leur équipe, en fait, il faut leur donner les clés. Et ça, je disais que ça scale parce que comme on décentralise la gestion, moi et 2-3 collaborateurs proches, on a vraiment une mission d'harmoniser tout ça dans le sens où ce que l'équipe A produit doit fonctionner avec l'équipe B. Mais on garde le cap général. Voilà. Mais les cellules, complètement en autonomie. Il n'y a pas de micromanagement. Enfin, dis-moi, de temps en temps, on en trouve, mais on agit directement, quoi. Et c'est pas trop dur de recruter? Non. Ça peut arriver. Non, c'est candidature spontanée. Je sais pas, on doit tourner, ça dépend des mois, mais entre 10 et 30 par jour. Là-dedans, 10% de très qualitatif, quoi. C'est ça, donc, quand tu as besoin d'ouvrir un job, tu as déjà les candidats. Alors, il y a 2-3 jobs de niche où on ne trouve pas, mais ça, c'est parce qu'il y en a 2 dans le monde, et voilà. Mais sinon, non, ça, pas de problème. Et jusqu'à maintenant, quels seraient, selon toi, tes facteurs clés de succès? Enfin, qu'est-ce qui a fait que... je sais pas, vous êtes combien, mais actuellement, vous êtes 200? Ouais, 200. Enfin, on fait plus 10-15 par mois, donc ça dépend quand quand sera publié. Mais enfin, qu'est-ce qui a fait que, déjà, jusqu'à maintenant, tu as pu arriver là? Mais je pense que c'est ma fainéantise intrinsèque. Non, mais c'est vrai. J'ai toujours été plutôt du genre à copier les travaux de groupe que les faire moi-même à l'UNIF, quoi. Et du coup, j'ai développé une espèce d'expertise, je pense, en délégation, sous-traitance, de choses à faire. C'est pas dans ma nature de micromanager. Parce que une fois que je pense que je trouve bien les personnes qui m'entourent, mais une fois que j'ai une personne qui m'entoure et qui bosse bien, j'ai absolument aucun problème à lui déléguer des trucs. Donner plus. Voilà. Ouais. Par contre, si la confiance est remplie, là, c'est pas bon. Mais du coup, je pense que ça marche assez bien parce que quand on revient sur le modèle à plat, je vois pas mal d'autres boîtes où, par l'ego des fondateurs ou d'autres facteurs, ça reste quand même fort micromanagé parce que c'est des PME ou des startups qui sont à la base petites où le fondateur, expert technique, aime bien d'avoir le contrôle sur tout. Mais ça scale pas. On peut pas avoir... nous, on a une trentaine d'activités en parallèle. Donc, je fais des réunions de suivi avec tous. Mais il y en a que je vois tous les jours parce qu'il y a un point dur sur le moment. Il y en a que je vois une fois par mois parce que je sais que ça roule. J'ai pas besoin d'aller les micromanager. Et ça, je pense que c'est une bonne partie du succès. Ça, couplé au fait que j'ai pas de remords à pivoter si on s'est engagé dans une voie qui a l'air un peu débile. Je dis, OK, le marché a changé en 6 mois. Ce qu'on pensait être une priorité, en fait, ça nous mène nulle part. La décision peut être prise en 2 heures. On bouge. On s'adapte. Il n'y a pas de sunk cost fallacy et de trucs comme ça. Ça, je vois aussi pas mal de boîtes qui, parfois, s'entêtent avec l'excuse on a déjà tellement investi là-dedans, on ne peut pas faire demi-tour. Oui, mais le désastre que ça va être de continuer dans cette voie-là, enfin, voilà. Donc ça, je pense que c'est aussi dû à pas dire au lâcher prise, mais j'ai aucun problème à ce qu'on m'explique que l'idée que je pousse est pourrie. Si c'est argumenté, si je suis convaincu, je fais 180 degrés sans problème, quoi. Et ça, je pense que ça vient aussi du fait que c'est vraiment déléguer et faire confiance, quoi. Et qu'est-ce qui t'anime au-delà de tout ça? Enfin, qu'est-ce qui fait que le matin, tu arrives ici et tu te dis on va aller au bout? Je sais pas. C'est un peu de tout, hein. C'est quand même... le sujet m'amuse depuis toujours. J'aime beaucoup le hardware et les satellites, mais ça s'inscrit dans une finalité. On parlait de monitorer l'économie mondiale. Ouais. Super intéressant d'essayer de comprendre à quoi ça sert. Donc, je pense que c'est ce que j'aime pas, mais ça m'est jamais arrivé parce que j'évite ces situations-là. C'est des jobs hyper répétitifs et je veux dire routiniers. Ça, j'ai toujours eu du mal à me passionner vraiment en profondeur, du moins pour rester par exemple 4 ans faire une thèse de doctorat sur un sujet bien précis. Ça, c'est pas possible. J'aime bien faire une espèce de Pareto 80-20, donc
passer 20% du temps à avoir 80% de la compétence, pouvoir parler avec les experts, mais pas être moi-même le super expert qui va contribuer au domaine, mais comprendre c'est quoi Et j'aime bien de faire ça dans le plus de domaines possible. Okay. Et du coup, pouvoir parler avec une trentaine d'experts différents tout le temps, et essayer de faire en sorte que ce soit cohérent avec la mayonnaise prenne, ça c'est ce qui m'amuse beaucoup. Et est-ce que c'est comme ça que tu te formes ? Ou est-ce que tu te dis, oula, là quand même, il faut que j'arrive à cette réunion un peu préparée, je vais lire des trucs, ou je vais... C'est un peu des deux, hein. Donc, il y a des sujets où j'ai des bonnes bases que je travaillais dedans avant. Il y a des sujets où je débarque, où souvent ce que je demande, c'est en fait, ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est pas parfait parce que la boîte est en mutation tout le temps, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un système de guildes, on appelle ça, parce qu'on n'avait pas de meilleur nom. Donc, c'est comme les guildes à Warcraft, quoi. Ouais. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est des petites équipes multidisciplinaires. On en a parlé pour faire un produit, un projet. Donc, ces équipes-là, on retrouve un peu... c'est des TPE, en fait. Donc, il y a un peu la chef de projet qui fait un peu tout, et qui coordonne, fait la gestion de projet technique, qui s'occupe un peu des RH internes de son équipe, etc. Puis, on a un électronicien, un mécanicien, un software, et voilà. Ils sont staffés en fonction du projet, mais c'est souvent des équipes un peu mixtes. Et... du coup, on les regroupe par domaine de compétences dans ce qu'on appelle les guildes, qui sont autre chose. Donc tous les chefs de projet ensemble, par exemple, et tous les électroniciens ensemble. Ouais. Et voilà. Et du coup, ces guildes n'ont pas d'application dans le management. Donc, c'est pas du matriciel avec des pools d'équipes compétences métiers qui sont assignées à des projets avec une matrice comme un grand groupe. Ça, on a testé, c'est l'enfer, on veut pas. Donc, les cellules projet ont leurs produits projet, ils avancent et ils font, voilà. Mais on voulait harmoniser, dire un électronicien dans l'équipe A égale un électronicien dans l'équipe B, quoi. Et qu'ils aient les mêmes outils, les mêmes process. Donc, on a créé les guildes. Et les guildes, je parle de ça parce qu'ils ont un rôle aussi de onboarding de nouveaux, de maintenir l'état de l'art, de faire des docs qui décrivent comment un électronicien trouve les ressources et bosse dans la boîte, des tutos. Oui, pour que dans une cellule, l'électronicien vale un autre électronicien d'une autre cellule. Et surtout que, en fait, on regarde, il y a 2-3 missions de base. Il y a se maintenir à l'état de l'art, savoir ce qui se passe dans l'électronique qui nous intéresse dans le monde, c'est important. Onboarder les nouveaux, c'est important. Harmoniser les process, c'est important. La production, le design, ça. Mais en fait, on voit que c'est pas forcément ça n'emballe pas forcément les mêmes électroniciens de faire des différents trucs. Donc, on a qui sont plutôt dans la transmission, qui disent onboarder les nouveaux, moi j'adore. Okay, oui. D'autres qui disent, moi, je suis plutôt un social, je m'en fous des nouveaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du temps pour lire les papiers de l'état de l'art et faire un résumé sur ce qui se passe à Taïwan sur les nouveaux trucs. Okay. Et donc, dans chaque guilde, ils s'organisent eux-mêmes pour savoir qui fait quoi. Mais il faut que les compétences soient couvertes. Et donc, pour revenir à la question de la formation, moi, je prends les livrables de ces guides que je lis pour me former aussi. Donc, il y a même des trucs où... ce qu'on essaie de faire aussi, c'est pousser les gens à être multicasquettes. Donc, ils peuvent prendre comme à l'UNIF, des majeurs et des mineurs. Donc, la majeure, c'est vous êtes engagé comme électronicien, vous êtes électronicien. Mais on va vous encourager à prendre une mineure en quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre, ça peut être une autre discipline technique, mécanicien, thermicien, automaticien, n'importe. Mais ça peut être aussi maintenant des trucs non techniques. Donc, on ouvre des mineurs en comptabilité, en supply chain ou quoi. Et donc, ça nous permet d'avoir des gens qui sont multicasquettes. Et quand ils doivent se parler entre eux, électronique qui veut commander des puces électroniques qui parlent à supply chain qui les achète, on voit qu'il y a de la fluidité, on voit qu'ils comprennent chacun les problèmes de l'autre, on voit qu'il y a eu des shortages sur semi-conducteurs. Les gens électroniques, il y en avait un qui avait un peu regardé la supply chain comment ça marche, il a dit oups, comme il y a 52 semaines de temps d'appro sur cette puce-là, et que quelqu'un pensait mais si on n'avait pas, je pense, essayé de casser ces silos en faisant ça, on aurait raté le coche sur certains trucs. Et donc, on essaie d'avoir du matériel de formation pour les guildes. Je dis matériel parce qu'il y en a qui font ça à l'oral, d'autres qui font ça en syllabus, il y en a qui font du PowerPoint, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais le contenu est là pour faire passer quelqu'un qui est soit un junior, soit quelqu'un qui a un peu d'expérience mais qui connaît rien dans ce domaine en particulier, le faire passer très vite au niveau d'un bon junior. Et du coup, ça, c'est des matériaux internes que j'adore lire. Oui, pour être toi au moins un peu junior partout. C'est ça. Parce qu'après, je dois parler avec tout le monde. Et vu que c'est mon rôle de faire que la mayonnaise prenne, je peux pas avoir des domaines dans lesquels je connais absolument rien. C'est pas crédible. Et si j'essaie de bien comprendre la structuration, parce que ça a l'air justement assez pertinent pour créer cette mixité. Donc, il y a les petits pôles multidisciplinaires à qui tu assignes un projet ou une partie, entre guillemets, du satellite. Ces petits pôles, c'est quoi? C'est 5-6 personnes? Ouais, c'est ça. On essaie que ce soit des tailles comme ça, mais on a entre 4 et 10, quoi. Ouais. Donc,
as quand même un chef de projet qui est, entre guillemets, le chef hiérarchique du petit pôle. Donc, il doit, lui, gérer son budget. Voilà, c'est lui qui gère. Et ces petits pôles sont regroupés ou pas regroupés du tout? Ça dépend. Là, justement, c'est une réflexion en cours parce qu'on a... C'est compliqué. On a essayé de voir si on devait les regrouper. On parlait moins fonctionnel ou pas? Ouais, mais en fait, moi, ce qui m'embête beaucoup, parce que cet organigramme, il change tous les 3 mois. On essaie des trucs tout le temps et je pense que c'est bien aussi de ne pas avoir une plasticité dans l'organisation, parce qu'une fois que tu bouges plus, les gens, dès que tu veux bouger, ils gueulent. Partout. Et du coup, de dire, en fait, comme ça bouge tout le temps, c'est la normale que ça bouge. Ce qu'on voit, c'est qu'ils se regroupent par mission. Donc, on a un satellite à livrer. Et du coup, comme chacune de ces équipes a un bout du satellite à livrer, en gros, on voit qu'il y a une espèce de hiérarchie fonctionnelle avec le chef de projet satellite, qui lui-même a son équipe de 5-6 co-chefs de projet pour coordonner justement la trentaine autour d'eux. On voit que ça harmonise une partie des choses. L'organigramme est quand même un peu... Quand on le dessine, c'était un débat qu'on avait il y a quelques semaines, il y a certaines parties de l'organigramme où c'est pas élégant. Donc on voit que c'est trop à plat, ou c'est trop vertical. Il y a des trucs qui choquent l'œil nu. Oui. Et moi maintenant, au bout de 5 ans de sagesse infinie dans le domaine, je dis on s'en fout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'arrive pas à converger sur certaines parties de l'organigramme, l'organisation, le leadership et autres émergent naturellement. Parce que comme il n'y a pas de formalisme, les gens s'organisent quand même pour que ça avance. Et donc moi, je suis plus en mode maintenant... Au tout début, on était comme ça, mais on était 10, donc c'était facile. Oui. Maintenant, on revient à ça. C'est de dire, on balance les gens dans une organisation sans vraiment dire qui fait quoi. On voit comment ça s'auto-organise, et puis on dessine l'organigramme par rapport à ce qu'on observe. Okay, et pas l'inverse. Et pas dire... là, c'est dans les livres de management, on dit qu'il faut une relation de 1 vers 6. Un chef pour 6 employés. Du coup, vous avez une équipe de 30 personnes, mais vous commencez à faire une pyramide avec du middle management. Mais en fait, dans les faits, on voit qu'ils ne servent à rien. Parce que la personne qui était au-dessus arrivait à gérer la bande passante de tout ça, qu'on a déforcé les ingénieurs, etc. Donc on a dit, ok, c'est bizarre, mais ça tourne mieux. Du coup, c'est comme ça et pas... Oui, et donc comme tu dis, je suis prêt à me remettre en question parce que je me rends compte que ça ne marche pas. Mais moi, je suis assez fort pour l'auto-organisation et l'autodétermination des peuples, on va dire. C'est vrai que même globalement, hein, bon, tu es passé justement par une sorte de MBA Business School parcours hybride. Souvent, on nous apprend, faut faire ça. Tu as la recette miracle qu'il faudrait appliquer partout. En fait, tu peux pas innover, ou alors c'est pas forcément adapté à ta structure. Non, puis même, c'est pas du tout des sciences exactes. Oui. Combien il y a de quarks dans un neutron, oui. Mais combien de personnes à mettre dans une équipe projet? Non, quel projet, dans quel contexte, pourquoi faire? C'est quoi la valeur des gens? C'est quoi leurs compétences? C'est quoi le scope qu'ils peuvent ingérer chacun? Ça, c'est aussi un autre truc, je suis assez fier de ça, c'est qu'on est un peu dans le système anglo-saxon où, je vais pas dire peu importe le background, parce que on a quand même des trucs où on a des entretiens d'embauche avec des screenings qui font que pour certains postes, il y a peu de gens qui passent s'ils sont pas un doctorat en physique. Oui. Voilà, bon. Mais une fois qu'ils sont dedans, combien de responsabilités ils vont avoir et quel est le rôle à jouer dans l'orchestre est vraiment décorrélé de ça. Donc on a typiquement quelqu'un dans la boîte qui doit avoir, je sais pas, s'il a 26 ans, c'est beaucoup, j'ai 25-26, et qui gère un projet énorme. L'équivalent chez une boîte classique, il devrait avoir 50 ans pour être considéré pour la fonction. Nous, il est rentré en sortie d'école. On a vu qu'il apprenait vite. Qu'il a pris les trucs à bras-le-corps. Et il a un bon mindset, il apprend vite, il fait pas la même erreur 2 fois. Et donc, c'est comme les laisses avec les enrouleurs pour les chihuahuas. Là, tu lâches, bon, ça marche. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus de laisse et on sait que ça passe très bien. Mais tu vois, ça, je trouve que le jour où on perd ça, il faudra vraiment se remettre en question sur l'organisation, parce que si on était dans une boîte classique, on a dit, bah, toi, t'es un bébé, tu restes bébé, junior, truc, tu vas faire 5 ans là, puis après on va te bouger, puis tu vas faire 5 ans là, etc. Je pense qu'on aurait éteint son ambition et tout le monde aurait perdu, quoi, dans l'équation. Et quelles sont les choses sur lesquelles tu t'es le plus remis en question?
C'est comme tous les jours, il y a des remises en question. Je ne sais même pas s'il y en a qui sont plus que d'autres. Je pense que le plus dur, c'est des trucs désagréables les faire vite. Je pense que j'y travaille encore. Des fois, j'ai l'impression que c'est de la gentillesse, mais en fait, c'est de la lâcheté de laisser pourrir les choses, quoi. Donc, il faut... Quand on veut changer quelque chose et que, typiquement, ça se solde par des licenciements ou quoi, ou des restructurations dans le genre, toi, t'étais chef, ça se passe pas bien, tu vas repasser sous chef ou quoi, faut pas attendre de trop. Et c'est désagréable, faut enlever le sparadrap d'un coup sec, quoi. C'est ça Okay. Voilà. Ça, c'est peut-être le... Ouais. Un apprentissage de tous les jours. Mais ça, maintenant, on est tellement décentralisé que ça, maintenant, moi, je le fais plus souvent. Parce que Oui, ça, avant que ça remonte jusqu'à toi pour que ce soit toi qui le fasse, c'est que tu aurais renvoyé la balle vers le bas. Et même, ça, c'est aussi un des principes de recrutement. Moi, je dis toujours à ceux qui recrutent pour bosser avec les collaborateurs, déjà, recrutez des gens plus malins que vous, s'il vous plaît. Parce que c'est légitime. On essaie de recruter des gens pas dire qu'on va essayer d'avoir sous contrôle, mais qui vont pas nous faire d'ombre. Il y a un peu ce pli-là parfois. Oui. Elle dit ça, c'est faux. Donc, prenez des gens plus malins que vous. Et donc ça, il y a pas mal d'équipes qui ont compris et ça se voit. On voit le niveau moyen de l'équipe qui augmente, d'autres équipes où le niveau moyen diminue et voilà. L'autre principe, c'est que vous avez beaucoup de liberté pour recruter, mais si ça se passe mal et que c'est votre choix, c'est vous qui le virez. Oui, ok. Oui. Avec RH, support, etc. Mais justement, cette discussion désagréable, c'est vous qui appuyez sur la gâchette, quoi. C'est ça Et donc ça, je pense, ça conscientise pas mal. Et on fait de temps en temps des erreurs de casting, ça arrive. En fait, passer par ces boucles une fois ou deux, je pense, pour être un vrai recruteur qui assume justement l'entièreté. C'est pas juste comme le service achat, c'est achat et vente. Voilà. Entre guillemets. Et support après vente. Et support, oui. Et avec tout ça, tu arrives à garder un certain équilibre vie privée, vie pro? Ou c'est vie pro? Ça dépend des moments. Il y a des moments, c'est vraiment chaud. Ici, pendant les vacances, j'ai un peu levé le pied. Puis j'ai eu un espèce de Covid long, c'était vraiment chiant. Mais du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps en famille. Ça aussi, comme ça. Après, c'est pas du 9-17. Hein. Le work-life balance avec les influenceurs, entrepreneurs en Belgique qui écrivent des tartines sur LinkedIn, si ça marche pour eux, tant mieux, mais je connais pas mal de scale-up en hypercroissance, de licorne ou de bientôt licorne ou de multilicorne. Le point commun, c'est que il n'y en a aucun qui a pu faire ça dans l'équilibre privé-pro. Hein. Ça se paye. Oui, c'est ça. Oui. Et le challenge, c'est de faire en sorte que la santé mentale survive, que le couple survive, qu'on voit ses enfants grandir. C'est pas aussi simple que 3 posts sur LinkedIn avec plein d'emojis, quoi. Voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, j'ai un espèce de pilotage où je pense que je suis passé pas loin du point de rupture plusieurs fois. Et du coup, je parle de ma propre personne, hein. Oui. Pas famille, mais je sens que ça devient lourd quand même. Et du coup, jusque maintenant, en tout cas, j'arrive à le détecter et j'arrive à lever le pied au bon moment. À écoper juste à temps avant que la barque coule. Et ouais, donc jusque maintenant, ouais, je sais quand m'arrêter, enfin quand on prend un petit peu de pause et je suis pas du genre on va prendre une semaine et on va partir, ça marche pas. C'est plutôt faire 9-19 au lieu de 9-22, quoi. Ça c'est pas mal. Et comment est-ce que tu les détectes ces moments-là? Baisse de... Pour pas passer le seuil, quoi. Baisse d'énergie, baisse de capacité à me concentrer, irritabilité. Il y a des trucs où... Irritabilité, quoi. C'est des petits trucs, mais tu vois, ça fait 5 fois qu'on fait la même erreur. Là, ça me gave totalement. Oui, t'as pas la patience de dire... Non. Déjà, de base, j'en ai pas beaucoup, mais là, c'est mort. Et du coup, je sais que quand ça commence à s'accumuler, c'est que c'est le moment de lever un peu le pied, quoi. Est-ce que tu aurais un sujet qu'on a peut-être pas abordé et qui serait, tu penses, important ou peut-être
voilà, quelques idées clés où tu te dis, tiens, ça, quelqu'un qui se lance, qui est peut-être pas dans le même parcours que toi, mais qui pourrait avoir le même parcours dans un autre domaine, qu'est-ce qu'il devrait entendre? Les fameux conseils aux entrepreneurs. N'écoutez pas les conseils d'autres entrepreneurs. Non, mais c'est vrai, on a un mal wallon, je pense, où... Enfin, ils sévissent un peu partout, mais on a plus de coachs que d'entrepreneurs. De coachs, d'incubateurs, d'accélérateurs. Et... Ouais. Bon. Toujours se poser la question en tant que porteur de projet j'ai investi mon temps là-dedans, c'est quoi mon retour sur investissement, quoi, en gros. Est-ce que les coachs que je vais côtoyer ont vraiment une expertise? C'est dur ce que je dis, mais quand je vois des anciens gestionnaires de franchises de banques retail qui se reconvertissent tout d'un coup en coach de start-up, je questionne la pertinence. Quand je vois des types qui lisent, je sais pas, Agile Manifesto, et puis qui viennent régurgiter ce qu'ils ont plus ou moins compris de l'Agile Manifesto, ouais, Après, ce que j'entends souvent comme corollaire, c'est de dire oui, mais il faut de la formation pour tous, pour augmenter la base d'entrepreneurs, il faut éduquer. Moi, je suis plutôt contre ça, dans le sens où créer une boîte... Après, ça dépend ce qu'on veut créer comme boîte. Hein. Si on veut créer un food truck, et voilà, très bien. Mais si on veut créer une boîte qui est destinée à être une boîte en hyper-croissance, avec les challenges qui vont avec, je pense que le fait de se former tout seul pour passer la barre du démarrage est indispensable. Si on n'arrive déjà pas à se débrouiller pour trouver les outils tout seul au début, c'est qu'on n'a pas le niveau pour la suite. Enfin, c'est cette notion de... C'est un peu comme l'unif old school, quoi. À quoi ça sert de mettre des examens de maths ou de stats hardcore en bac 1 dans une discipline où ils ont objectivement pas besoin de maths ni de stats pour leur carrière? C'est un écrémage basé sur est-ce qu'ils sont dégourdis ou pas. Ouais. Et ça, je pense que il faut des gens dégourdis pour faire ça, quoi. Donc en gros, lancez-vous et ce sera de la sélection naturelle, mais c'est ça qui va vous aider aussi. Et vous saurez plus vite, du coup. C'est ça. Plutôt que d'avoir la petite recette de grand-mère où tu dois mettre un peu de ça, tu dois recruter ton équipe comme ça. Ce qu'il y a, c'est que je parle un petit peu à des entrepreneurs à succès, ce qui n'est pas notre cas, parce que nous, on n'a encore rien démontré. Enfin, oui, c'est un wannabe. Donc, il y a des gens que je connais qui ont monté des énormes boîtes, hein, des trucs, ils sont tous une ou plusieurs licornes dans leur haut fait d'armes. Et en fait, c'est hyper intéressant d'échanger avec eux. Mais justement, c'est pas des recettes. Et souvent, ils ne se positionnent pas en coach ou en donneur de leçons. Des fois, je les appelle, je dis voilà, je sais pas, je vais faire une levée de fonds. Voilà la situation. Qu'est-ce que tu en penses? Et ils disent bah voilà, nous, on n'a jamais eu le cas, donc j'ai pas vraiment d'avis. Je pense si ça, mais on est dans la même grille de lecture. Je dis ouais, plus ou moins. Ou il y en a un qui te dit bah moi j'ai eu exactement le problème dans telle boîte, dans telle année. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ça s'est passé comme ça s'est pas bien passé. Bon. J'ai essayé ça, je te dis ça marche pas. Voilà. Mais souvent, c'est les personnes qui sont, pas dire les moins... C'est les moins pushy en termes de conseils qu'il faut le plus écouter, quoi. C'est ça le message. Et qu'en fait, ceux qui en font un métier... Donc, les conseils payants, pas bon non plus, ça. En général, les bons conseils sont gratuits. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais... Non, créez des boîtes, lancez-vous. Créez des boîtes, lancez-vous, mais il ne faut pas avoir peur de se planter, alors. Non, c'est pas grave, ça arrive. Et faut juste se planter vite. Fais le fast, hein, comme on dit. Ouais. Et puis recommencer autre chose. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.